Madame, Monsieur, bonsoir. Les chantiers de la santé dans le projet de loi de finances 2022 au menu de questions éco ce soir. Ce PLF alloue 23 milliards et demi de dirhams du budget général de l'État au ministère de la Santé et de la Protection sociale, soit 3 milliards de dirhams de plus qu'en 2021. Dans le détail, près de 7 milliards seront consacrés bien à l'investissement, car il y a beaucoup à faire sur cet aspect. D'ailleurs, le PLF prévoit une réforme du système de santé pour mettre en œuvre l'objectif d'élargissement de la couverture médicale à 22 millions de nouveaux bénéficiaires, y compris ceux qui bénéficient déjà du régime d'assistance médicale RAMED. 4 axes prioritaires ont été définis dans le cadre de cette réforme. Cela va de la valorisation des ressources humaines à la mise à niveau de l'offre de santé en passant par le renforcement de la gouvernance du système de santé en finissant par la création d'un système d'information intégré de suivi pour chaque patient. Reconduit à son poste, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Taleb, a du pain sur la planche. Et alors, comment capitaliser sur les enseignements de la Covid-19 pour être à la hauteur des aspirations du citoyen marocain et surtout des hautes instructions royales? Élément de réponse en compagnie de l'expert en santé, Abdelmajid Belaïch. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur Question Éco. Bonsoir Abdelmajid Belaïch, un plaisir renouvelé de vous accueillir dans cette émission. Bonsoir à vous également. Alors on parle bien sûr... Merci à vous de l'accepter. Alors on parle bien sûr de ce budget, un budget orienté à la hausse comme je le disais, il y a quelques instants. Donc c'est une bonne nouvelle finalement. Est-ce que c'est suffisant selon vous? Suffisant, non. L'augmentation, elle est certes substantielle, puisqu'elle est de l'ordre de pratiquement de 15%. C'est un budget qui est passé à 23 milliards, et demi. Mais le problème, c'est que dans 6 milliards 9 seront consacrés à l'investissement, d'accord? Mais elle reste insuffisante au regard des besoins normaux, sans parler que cette année, on va commencer à envisager l'élargissement de la couverture sanitaire au reste de la population, ce qui demande énormément de ressources humaines, mais aussi de ressources financières, mais aussi humaines. Donc, si on se réfère déjà aux données de countryeconomy.com et ceux de la Banque mondiale, les dépenses consacrées à la santé au Maroc ne représentent que 7,5% du budget du gouvernement, ce qui classe notre pays au 120e rang sur 192. On n'est pas bien du tout. Et on consacre 2,25% des dépenses de santé par rapport au PIB, ce qui classe notre pays au 116e rang, toujours sur 192 pays. Donc, on est loin, très, très, très loin. Je rappelle les déclarations d'Abuja de 2001, où les pays africains se sont engagés à allouer au moins 15% du budget général pour développer la santé. Ceci veut dire qu'aujourd'hui, on est à 7,5. Si on doit atteindre cet objectif d'Abuja, on doit passer au moins à 15% du budget général, c'est-à-dire aller non pas vers les 23 milliards de dirhams, mais aller vers quelque chose comme 47 à 50 milliards de dirhams. Je disais 23 milliards, de 23 milliards et demi de dirhams à 47 à 50 milliards de dirhams pour être en mesure de développer. Surtout que cette fois-ci, il ne s'agit plus seulement de gérer la santé comme on le faisait les années passées, de la santé courante. Mais là, on a deux défis. Il y a un défi qui s'appelle le Covid, et certes pour lequel il y a des budgets spéciaux, voilà. Mais surtout, on est en train d'aborder le projet royal de l'extension de l'assurance, de la couverture sanitaire au reste de la population, ce qui va demander des ressources énormes. Et c'est ça un petit peu le problème. D'accord. Alors, donc, en fait,
Je vous laisse Oui, finir peut-être, Abdelmjid Belaïch, parce que je voulais oui. justement vous Alors, interpeller sur cette question de Covid, mais je vous laisse finir peut-être. oui, absolument. Alors, concernant les ressources humaines, le budget 2022 ne consacre que 5 500 postes budgétaires sur les 26 860 prévus par le PLF pour Mhm, le reste des ministères, mhm. sachant que chaque année, nous perdons un nombre important de médecins qui passent du public vers le privé, ceux qui vont à la retraite et environ 500 qui vont vers les pays, exercer dans les pays étrangers. Donc déjà, il faut arriver à compenser toutes ces pertes, alors que les besoins sont en augmentation avec ce projet, notamment avec ce projet. Et tout le monde sait qu'au Maroc, il y a une grande carence et de médecins et de personnel infirmier et une très mauvaise répartition géographique avec une forte euh, concentration des ressources humaines sur les grandes villes du centre du Maroc et la relative rareté des spécialistes dans les zones rurales, voire même leur absence. Donc, ça, c'est le deuxième problème de ressources humaines qui s'ajoute au problème du financement. Vous avez parlé, bon, alors on parle ici, n'est-ce pas, non seulement d'un budget, mais on parle d'une réforme du système de la santé dans ce PLF 2022. Que pensez-vous des quatre axes d'orientation qui ont été définis, en l'occurrence la valorisation des ressources humaines, vous venez de l'évoquer, la mise à niveau de l'offre santé, le renforcement de la gouvernance et bien sûr la création d'un système intégré pour le suivi des patients. Alors commençons peut-être par le premier axe qui est celui de la valorisation du capital humain. Et surtout, cette question qui reste aujourd'hui sujette à débat, celle des contractuels. Donc, on parle de valorisation, mais on n'a pas encore réglé un problème qui traîne depuis quelques années maintenant. Oui, je rappelle que le personnel de la santé, y compris les médecins, sont malheureusement des personnes sous-payées. Un médecin qui fait quand même un nombre important d'années d'études et de stages se retrouve avec le salaire d'une personne qui porteur d'un simple master, ce qui n'est pas acceptable, surtout que les exigences pour ces médecins, aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan, les contraintes d'horaire, les risques sont énormes, le salaire est totalement inadapté. Et à un moment, on est en train de parler, de faire venir des médecins de l'étranger, tout ça, alors qu'on a un salaire qui n'est même pas attractif pour les médecins débutants, marocains débutants. On a vu que quand on lance des postes budgétaires, des fois, il n'y a pas de personnes qui répondent parce que aujourd'hui, exercer dans la santé publique n'intéresse plus grand monde. Les gens, ils envisagent tout de suite d'aller vers le privé. C'est plus intéressant. Mhm. Donc oui, il faut un grand effort pour déjà une mise à niveau des salaires du personnel, aussi bien médical que paramédical, pour les retenir et pour les motiver. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une fonction publique sanitaire? Parce que cela fait partie de cette revalorisation du capital humain dans le secteur de la santé. Abdelmjid Belaiche, qu'est-ce qu'une fonction publique sanitaire aujourd'hui selon ces critères de cette réforme? Oui, en fait, il y a tout des textes de loi qui ont été faits pour encadrer et organiser le travail dans la santé publique. Or, certaines mesures, je ne les comprends pas. Par exemple, le fait de vouloir, le fait de rêver qu'on peut attirer des médecins de l'étranger euh, pour compenser le manque criant que nous avons en ressources humaines, c'est du rêve. Parce que Mais c'est déjà le cas. vu Abdelmjid que les Belaiche, salaires, on fait déjà appel oui, à des médecins étrangers, notamment de pays frères de l'Afrique subsaharienne ou encore même de oui, pays asiatiques. C'est déjà le cas aujourd'hui. oui, d'accord. Mais aujourd'hui, nous savons que le secteur privé dispose de ressources humaines, de moyens que n'a pas la santé publique, malheureusement qu'on a traité en parent pauvre. Et donc, l'une des solutions consiste à aller vers
les partenariats publics-privés, justement pour faire en sorte que des gens du RAMED et d'autres bénéficient aussi des services du secteur privé, comme le font les gens qui ont la MO CNSS ou la MO CNOPS. Ça, parce que on ne peut pas, c'est vrai qu'on ne peut pas, d'un claquement de doigts, régler le problème des ressources humaines du jour au lendemain, que ça soit faire venir des médecins de l'étranger ou former, ça prendra quand même quelques années. Et donc, il y a une solution qui peut être appliquée rapidement, c'est les partenariats publics-privés dont on a parlé déjà du temps Mais du qu'est-ce qu'un professeur partenariat public-privé dans la santé, Abdelmjid Belaïch? Parce que quand on parle de PPP, donc de partenariat public-privé dans le domaine de la santé, il y a certaines voix qui s'élèvent pour dénoncer cela, pour dire que, en tant que citoyens, nous n'avons pas à continuer à payer pour un service que l'État devrait nous fournir gratuitement. Donc, quand on parle de partenariat public-privé, est-ce qu'on parle là aussi, vu que la protection sociale sera élargie, eh bien cela ne pourrait éventuellement pas poser problème pour recourir au privé au lieu de recourir tout le temps, ou en tout cas en grande majorité, vers le public. En fait, pour compenser le manque, que ce soit d'examens de radiologie, etc., ou d'autres services tels que la, la dialyse, etc., c'est acheter du service, cette fois-ci qu'on n'a pas au niveau de la santé publique, aller l'acheter dans le privé. Vous savez, il y a des zones où vraiment il n'y a pas grand-chose dans la santé publique, alors qu'il y a un secteur privé développé. C'est bien dommage de ne pas profiter de ce secteur qui est relativement développé. Bien sûr, il s'agira à ce moment-là déjà de se mettre d'accord sur les tarifs parce que ça ne sera pas forcément aux tarifs libres, etc. Mais tout sera encadré, les prix seront encadrés, etc. De telle manière que, comme on dit, la darar ou la dirar, il faut que ça soit profitable pour la santé publique, pour le citoyen, pour ceux, les médecins privés, pour tout le monde. Bon alors, quand on parle de gouvernance de santé, parce que moi, j'ai pas très bien saisi la relation entre le renforcement de la gouvernance du système de santé et la création des groupements de santé territoriaux autour de centres hospitaliers. Mais aujourd'hui, il s'agit, au-delà de la création de centres hospitaliers ou de systèmes autour de ces centres hospitaliers, il s'agit de la gouvernance de ce secteur, Abdelmjid Belaïch. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Ce que je peux dire, c'est que ce problème de gouverneur a été largement traité dans les rapports que j'ai évoqués. Il n'y a qu'à lire le rapport du groupe de travail parlementaire donc, qui a été publié malheureusement en fin de mandature. En juillet dernier, absolument. Voilà, absolument. C'est un rapport très intéressant. Et je dis aujourd'hui, justement pour s'attaquer à ces problèmes de gouvernance, il faut aller vers tous ces rapports. Le rapport Mais il faut qui? Abdelmjid Belaïch, qui? Parce que ces rapports, bien sûr que la tutelle, on a vent de ces rapports, les lit certainement, mais après ils finissent dans les tiroirs. Est-ce que vous pensez que ce rapport justement de cette commission parlementaire qui a été présenté en juillet dernier, est-ce que vous pensez qu'il va finir dans les tiroirs? Et juste pour rappel, un rapport qui a soulevé, excusez-moi de vous interrompre, juste comme ça, nos téléspectateurs savent un peu les principaux points qui ont été soulevés par ce rapport. Il s'agit clairement de dysfonctionnements qui ont été relevés par cette commission parlementaire, notamment en ce qui concerne des octrois de marché public. Voilà. Donc, oui. C'est ça. Donc, si on doit faire des rapports et qui ne servent à rien, pourquoi en faire? Oui. Malheureusement, nous avons l'habitude depuis quelques décennies de rapports qui sont faits et qui sont rangés dans les tiroirs, qu'on oublie, et puis chaque ministre y arrive, pense qu'il va inventer la roue et le fil à couper le beurre et à démarrer de zéro, alors que ces rapports sont là, c'est du travail, c'est un travail lourd. C'est un travail intéressant qui mérite qu'on s'y penche et qu'on tire tous les enseignements. Si on Quels sont ces enseignements justement par rapport à ce rapport?
Quels sont les Absolument. enseignements par rapport à ce rapport en particulier? Parce qu'il y en a eu beaucoup, mais ce dernier rapport de cette commission parlementaire. Alors, les rapports parlementaires ont pointé, bien sûr, tous ces problèmes de gouvernance. Ils les ont identifiés. Donc, à partir du moment où on a fait le diagnostic, c'est plus facile de trouver des solutions. On n'a pas besoin de miracles. Il suffit de corriger des anomalies, des dysfonctionnements. Concernant les marchés, puisque vous avez parlé, vous savez qu'il y a un rapport parlementaire qui a été dédié totalement à ce problème de marché passé en temps de Covid et un autre qui a été consacré au dysfonctionnement de la direction de médicaments et de la pharmacie. Moi, je pense que les dysfonctionnements au niveau des marchés sont tellement graves qu'ils méritent un audit, hein, mais un audit indépendant, premièrement. Deuxièmement, il s'agira d'identifier qu'est-ce qui ne va pas et qui sont les responsables. Comment dire, il La faut reddition des que comptes. les responsables soient sanctionnés. Il faut que si jamais on constate des malversations, que les auteurs des malversations se retrouvent devant la BPJ et devant la justice. Si on ne fait pas ça, l'impunité encouragera d'autres responsables, actuels ou futurs, à aller vers les mêmes choses et il va y avoir le gaspillage, malheureusement, des rares ressources que nous avons au lieu de les utiliser là où il faut les utiliser. Mais quand on parle de gaspillage, Abdelmjid Belaiche, est-ce qu'on a estimé le coût de ce gaspillage, de cette mauvaise gouvernance du système de santé? Aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres, mais par contre, j'ai un chiffre qui concerne l'utilisation des budgets alloués à la santé publique. On est en train de, vous avez vu, déjà les budgets alloués, ils sont faibles, comme on a vu par rapport aux besoins et par rapport au projet ambitieux, royal, de l'extension de l'assurance maladie. Or, quand on constate que chaque année, environ 20% des budgets alloués au ministère de la Santé ne sont pas utilisés, ça, c'est un gros problème de gouvernement. C'est très grave. C'est très grave de se retrouver avec le 1/5 du budget non utilisé, alors que les besoins en face sont énormes et attendent Mais c'est quand même. c'est une question administrative et cela se pose aussi pour d'autres départements, pas que celui de la santé. C'est par rapport Oui, à d'abord au projet de loi de finances, donc le temps que les budgets alloués soient débloqués et que arrive le prochain projet de loi de finances. Donc l'un dans l'autre, c'est finalement c'est une question structurelle. oui, mais à laquelle il faudra bien s'attaquer. Parce que, voilà, l'argent ne va pas là où il y a un besoin. Hmm. Et ça donne l'impression que ces budgets sont suffisants puisqu'on n'arrive pas à utiliser le 1/5, alors que c'est des budgets qui sont largement insuffisants par rapport aux besoins du pays. Absolument. Donc, bon, ça, c'est l'un des chantiers du ministre Khalid Aït-Taleb, donc qui a été reconduit dans ses fonctions. Quels sont les nouveaux chantiers de l'ancien actuel ministre de la Santé, Abdelmjid Belaiche, et de la Protection sociale? Alors, l'actuel ministre fait bien sûr face à des défis que sont le Covid et la mise en place de l'extension de l'assurance maladie à l'ensemble des citoyens. Mais concernant le secteur du médicament, je rappelle, c'est un secteur stratégique et sensible. Je ne connais pas aujourd'hui les intentions de M. Khalid Aïtal, mais moi je dirais que je lui conseillerais vivement d'abandonner son approche passée et de s'ouvrir, de communiquer, d'avoir une approche participative, parce qu'à lui seul, il ne pourra jamais connaître tous les problèmes ni les traiter sans l'implication de tous les composants du secteur. Et surtout, veiller à l'application des recommandations royales concernant la souveraineté sanitaire et notamment en encourageant la fabrication locale, ce qui assurait notre indépendance et notre autonomie sanitaire que nous avons atteint jusqu'à un certain point
puisque notre pays a été relativement résilient face à la crise, mais cette pandémie a été riche en enseignements et l'une des enseignements les plus importants, les deux enseignements les plus importants sont certainement, un, la souveraineté sanitaire et deux, avoir un système de santé robuste pour faire, pour faire face à d'éventuelles pandémies, parce qu'il n'est pas dit que les pandémies vont s'arrêter. On en a vu ces dernières années, mais celle-là, c'est la plus grave. Et aujourd'hui, on n'est pas encore débarrassé avec les variants et les vagues qui arrivent. Et donc, il faut préparer notre pays au pire, être préparé. Mais je pense D'autre part, avec l'expérience que le ministre a déjà eue dans la gestion de Covid, il y a beaucoup d'enseignements qui ont été tirés, donc ça devrait l'aider finalement à entamer cette nouvelle étape et ce nouveau mandat. oui. Oui, logiquement, comme il a été dans le ministère, mais il devrait faire preuve de plus d'écoute, parce que quand on voit tout ce qui est publié dans la presse à longueur d'année sur les problèmes de la santé publique, et si on n'est pas capable d'avoir un service qui fait de la revue de presse, qui analyse les remarques, Mais ils bien doivent quand sûr, même avoir ça dans le ministère de la Santé, de comme dans tenir tout compte ministère, de Abdelmajid l'échange. Belaiche. Non, mais ils doivent bien sûr avoir un service de veille au sein du ministère, certainement. Oui, mais surtout d'en tirer les enseignements et de mettre en pratique les recommandations concernant les choses les plus flagrantes. Or, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Oui, il y a un service, d'accord, qui remonte des résumés Oui. de la revue de presse. Oui, Oui. et derrière, qu'est-ce qu'il y a? Et les rapports, où est-ce qu'ils vont? Voilà. Très bien, un dernier mot peut-être, Oui. Abdelmajid Belaiche, pour terminer, un dernier mot sur comment on entame cette année budgétaire 2022 par rapport à la santé et surtout par rapport aux points d'inflexion, peut-être un ou deux points d'inflexion pour atteindre ces objectifs ambitieux que nous avons traités tout au long de cette émission. Écoutez, moi j'irais vers un point particulier, c'est l'extension de l'assurance maladie. Et je dirais que pour réussir, ce projet aura besoin de ressources financières énormes, rien que pour le post-médicament. Nous savons que nous avons une consommation extrêmement faible de 9 boîtes et demie par personne par an et aux alentours de 500 dirhams, et que le gros de ces dépenses, c'est de la poche du patient. C'est de la poche du patient lui-même. Donc, les Marocains supportent une charge très lourde. Ça veut dire que si jamais on met en place un système, cela nécessitera des ressources énormes financières, mais aussi, bien sûr, du personnel, des personnels médicaux et paramédicaux. Et je dirais que le projet, justement, de mettre en place une carte, une carte du type carte vitale qui permettra aux patients d'accéder aux soins et aux médicaments, ça sera nécessaire pour la bonne gouvernance et pour éviter les gaspillages énormes qui risquent d'avoir lieu à partir du moment où les gens pourront avoir accès. Tout ça avec, bien sûr, qu'il faut qu'il y ait des recommandations thérapeutiques sur l'ensemble des pathologies pour éviter ce qu'on appelle les mésusages médicamenteux et le non-respect des protocoles thérapeutiques qui ont pour but à la fois l'efficacité, la sécurité, mais aussi une optimisation des ressources financières. Très bien. Merci beaucoup. Merci Abdelmajid Belaiche d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Très bonne soirée à tous.